bonjour à tous et à toutes. Un grand merci, une fois de plus, aux organisateurs du forum. Vous l'avez dit, on a toujours été là. C'est toujours un plaisir de retrouver ce merveilleux collectif. Et puis, peut-être que cette année, plus que jamais, mais c'est vrai, je l'ai sans doute dit les années précédentes, on en a plus besoin que jamais. Mais c'est toujours aussi vrai. Alors je dois m'habituer à ne plus parler, avec un peu de regret, à ne plus parler des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc pour changer, je vais commencer par vous parler un peu de menaces. Parce que c'est finalement le fondement de tout ça. Je ne vais pas vous refaire le panorama de la menace qu'on a publié il y a 3 semaines, que je vous encourage à aller lire. Juste vous rappeler quelques points saillants, 2 points saillants qui sont ceux qui fondamentalement m'inquiètent le plus. Le premier, c'est le phénomène nouveau lié aux vulnérabilités dans les équipements de sécurité de bordure. Ce n'est pas une référence à Tintin et au sceptre d'Autocar, c'est tous ces équipements qu'on trouve en bordure de nos systèmes d'information, les pare-feux, les VPN, etc., etc. En 2024, plus de la moitié des opérations de cyberdéfense de l'ANSSI, c'est-à-dire nos modes d'engagement les plus élevés, sont liées au départ à une vulnérabilité dans un de ces équipements. Je ne vais pas citer de marque, parce que je pense que tout le monde les a en tête, mais ça, d'abord, c'est moralement inacceptable, parce qu'on achète, souvent assez cher, des équipements de sécurité auxquels on fait confiance. Quand il se trouve être la porte d'entrée par laquelle viennent les attaquants, il y a quelque chose de surprenant. Je le dis comme ça parce qu'un directeur d'administration centrale, ça ne pousse pas un coup de gueule, mais fondamentalement, ça m'agace. C'est choquant, c'est inquiétant aussi, parce que c'est un phénomène qui est apparu assez brutalement, parce qu'on a en face de nous des adversaires qui sont très organisés. À chaque fois qu'il y a une vulnérabilité de cette nature-là, on voit en quelques heures des centaines, des milliers d'équipements de ce type compromis. Et ça, c'est que en France. Et ça se reproduit à l'identique un peu partout ailleurs. Donc ça nous donne beaucoup de boulot. Il y a un vrai risque d'être submergé par ce genre de choses. Donc, face à ça, il y a évidemment un effort à faire du côté des vendeurs de ce type d'équipement. Ils ont une responsabilité en la matière. C'est l'occasion peut-être de rappeler que l'ANSSI délivre des visas de sécurité, qu'il y a un certain nombre d'équipements de ce type-là qui bénéficient d'un visa de sécurité. Ce n'est pas un hasard si depuis des années on met le paquet dans ces visas sur la sécurité intrinsèque de ces produits. C'est parce qu'on sait que c'est peut-être des équipements critiques et des cibles naturelles pour les attaquants. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler un message plus fondamental, c'est qu'une fonction de sécurité, ça a plutôt vocation à être simple. Ça se prête bien à une citation de Saint-Exupéry, qui pensait sans doute pas à la cybersécurité à l'époque, mais la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et ça, c'est très vrai aussi pour une fonction de sécurité. C'est peut-être quelque chose à avoir en tête aussi, puisque j'ai cru comprendre qu'on parlait de zéro trust ce matin, ça s'applique aussi dans ce contexte-là. La complexité, ça n'a de sens que quand on est en mesure de la maîtriser. Et tout le monde n'est pas en capacité de maîtriser la complexité d'une architecture zéro trust aujourd'hui. Et puis au-delà de ce que ça peut vouloir dire aux vendeurs, ça nécessite un effort collectif, ce problème de sécurité dans les équipements de bordure et cette organisation qu'on voit en face des attaquants. On a besoin collectivement, nous, praticiens de la cybersécurité, d'améliorer notre niveau de jeu, de superviser mieux ces équipements, de réagir plus vite, de faire de la remédiation massivement. Ça, à l'ANSSI, on a malheureusement appris à le faire un peu dans la douleur tout au long de l'année. On n'a pas fini, mais évidemment, ça ne concerne pas que nous. L'autre point sur lequel je voudrais insister en termes de menaces, c'est ce qu'on a appelé la menace de déstabilisation, qui est aussi un phénomène marquant de 2024. Alors c'est quelque chose qui recouvre plusieurs composantes de la menace. Des États qui se prépositionnent ou qui font du sabotage, des acteurs du crime organisé qui sont... C'est peut-être pas leur but en soi de faire de la déstabilisation, quoi qu'on puisse se poser la question certaines fois, mais en tout cas c'est un effet de bord assez régulier. Puis des acteurs activistes qui sont là pour déstabiliser d'une manière ou d'une autre, qui font évoluer un peu leur approche, qui font toujours des dénis de service, qui font toujours du hack and leak, mais qui font aussi désormais du sabotage d'installations industrielles. Alors c'est des moulins, c'est des éoliennes, ça peut prêter à rire dans une certaine mesure. Il ne faut pas trop en rire quand même parce que ça démontre une vraie intention. Cette menace, on y a fait face pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça a été une vraie victoire, mais il faut garder à l'esprit que c'était peut-être un exercice pas si compliqué que ça, dès lors qu'on avait du temps pour se préparer, qu'on savait quand on devait faire face, et que le problème plus général, il est plus compliqué. Et c'est difficile de ne pas lire cette menace dans le contexte géopolitique.
d'y voir un moyen de confrontation de plus entre les États. C'est très vrai, évidemment, c'est ce qui vient à l'esprit naturellement des acteurs affiliés à la Russie. Alors je ne parle pas que de services étatiques, mais de tout ce continuum d'acteurs qui sont aussi du crime organisé, qui est plutôt toléré, des acteurs activistes qui prennent fait et cause, qui font finalement une forme de continuum qui doit nous interpeller un petit peu. Et cette pression permanente, moi j'y vois quelque part un moyen de nous affaiblir. Sur le plan économique, par la perturbation, voire la faillite de nombreuses entreprises, et c'est chaque fois un drame. Sur le plan moral aussi, d'une certaine manière, quand ça sape la confiance qu'on peut avoir dans nos institutions, quand ça fait débat et ça entretient une forme d'anxiété. Quand ça nous rappelle aussi notre vulnérabilité, le fait que ça pourrait être pire, que tout ça pourrait se déchaîner tout au même moment, de manière très focalisée sur notre pays. Donc il y a là, fondamentalement, et je ne le dis pas à la légère, une menace latente qui peut porter atteinte à notre modèle fondamental de société. Face à cette menace, on a nous, collectifs des sachants de la cyber, une double responsabilité. Celle d'abord d'en parler clairement, de manière objective, pédagogue, pour éclairer sans exagération, sans minimisation ces enjeux, au profit de nos autorités politiques, mais plus généralement au profit de nos concitoyens, parce qu'on est dans un moment qui se prête à pas mal de fébrilité et d'irrationnel. Et puis il ne faut pas que en parler, évidemment, il faut aussi agir. Et là, on a une deuxième responsabilité, c'est celle de relever collectivement notre niveau de résilience, de poursuivre les efforts sur les infrastructures critiques. Ça, on a la chance d'y avoir travaillé, et depuis un certain temps, depuis 2013 au moins, mais il ne faut pas se laisser distancer, les attaquants, ils progressent. Celle-là, peut-être qu'elle doit se poser la question du zéro trust. Et puis d'étendre notre couverture à tous les autres, ceux qui n'ont pas été jusqu'à présent trop confrontés à cette menace, qui sont loin objectivement du zéro trust, c'est pas par ça qu'ils vont commencer, mais qui sont aussi des victimes récurrentes et qui par leur simple masse peuvent avoir un impact massif. Donc vis-à-vis de tout ça, évidemment, Nice 2 arrive à point nommé, et je parlerai non seulement de Nice 2, mais du projet de loi Résilience par lequel la France va transposer 3 directives européennes, REC, Nice 2 et DORA, parce que finalement tout ça est très cohérent, on y voit un tout cohérent et c'est comme ça qu'on va le porter. C'est pas un hasard si on l'a appelé résilience, c'est pas juste un terme à la mode, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai levier pour nous pour étendre cette résilience collective. C'est quelque chose dont on parle depuis un petit moment, mais qui entre dans le concret. Ça a été voté au Sénat il y a 3 semaines, ça va commencer à être examiné à l'Assemblée nationale. Ce texte, ces nouvelles règles, je rappellerai d'abord que c'est une nécessité. Elles répondent à une menace qui était apparente en 2022 et qui n'a fait que se confirmer année après année, et tout particulièrement en 2024. Et je vous révélerai pas un secret en vous disant que 2025 commence pareil que 2024, peut-être en pire. Donc on a cet enjeu, cette nécessité de répondre à cette menace. Mais au-delà de la nécessité, c'est une opportunité, ce texte sur la résilience, à plusieurs titres. C'est l'occasion de parler de cybersécurité à ces petites structures qui sont loin du sujet, de leur en parler avant que les attaquants, d'une certaine manière, ne leur en parlent d'une manière beaucoup plus désagréable. Le débat parlementaire sur un sujet comme ça, c'est très bien. Non seulement ça améliore le texte, mais ça met en lumière ces sujets-là. Et je remercie sincèrement tant la ministre Clara Chapaz que les parlementaires, les sénateurs de la commission spéciale, toutes les fédérations qui se sont mobilisées autour de ce texte et qui ont animé ce débat et qui va se poursuivre. C'est l'opportunité aussi, ce texte, de fixer un cadre de référence. Alors je sais que la régulation, ce n'est pas le sujet le plus à la mode. Il faut évidemment se méfier de l'excès de règles. Mais dans ce sujet-là, pour les entités qui sont concernées par Nice 2 en particulier, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune règle. Il y a la loi de la jungle. Et donc en fixant ce cadre de référence, on fait plusieurs choses utiles. On dit à ces entités quoi faire, déjà, parce que ce n'est pas tout de vouloir faire quelque chose, il faut savoir quoi faire. On fixe en miroir une forme de limite de responsabilité. Et ça, je pense que c'est particulièrement important alors qu'on voit se multiplier des procès entre acteurs économiques à mesure que les cyberattaques perturbent les chaînes de valeur. Donc on fixe un cadre de référence qui va aussi servir à fixer les règles en la matière. Et puis, moi, je formule l'espoir que ce cadre de référence y serve bien au-delà de la régulation, qu'il inspire d'autres, les entités non régulées, parce qu'elles seront, là encore, l'écrasante majorité, c'est même pas avec quelques milliers d'entités régulées par Nice 2 qu'on va épuiser le sujet, que ça puisse inspirer aussi les autres acteurs qui se préoccupent du risque, les assureurs, les banques, les investisseurs. Tout cela, ils doivent se préoccuper du risque cyber, autant qu'on le fasse avec un cadre unifié et de référence plutôt que multiplier les actions.
Et puis, c'est une opportunité pour nous, et c'est très important, d'adapter nos modes d'action, de trouver des solutions qui marchent pour ces petites structures, parce que c'est évidemment pas les mêmes solutions que celles qu'on a déployées pour des opérateurs d'importance vitale. C'est un virage qu'on s'efforce de prendre à l'ANSSI depuis des années, et ça va continuer. On le fait en adaptant nos cadres de prestataires, par exemple, de prestataires qualifiés, pour les rendre plus efficaces, ouverts à des prestations moins exigeantes. On le fait par des guides, par des services nouveaux qu'on crée au profit de ces petites structures, mon service sécurisé, mon aide cyber, par exemple. On le fait dans les exercices. Je vous invite à vous inscrire à l'exercice Rempart 2025 qui aura lieu à l'automne, dont le guichet d'inscription vient d'ouvrir, parce que c'est une manière de travailler à ce sujet-là à l'échelle massive. Et puis on le fait, et c'est très important, en travaillant la lisibilité de nos dispositifs. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de RSSI, d'opérateurs d'importance vitale qui nous écoutent. Ils sont habitués à l'esthétique particulière du site web de l'ANSSI, à cette espèce de ruche de recommandations, d'outils, etc. qu'on y trouve. On ne peut pas faire le même pari pour des patrons de petites structures qui n'ont peut-être même pas un RSSI, peut-être même pas un DSI. Donc on doit s'organiser, et on le fait, pour rendre tout ça accessible. Et donc vous trouverez aujourd'hui en ligne un nouveau portail qui s'appelle messervices.cyber.gouv.fr qui présente toutes les ressources que l'ANSSI peut mettre à disposition de ses bénéficiaires, mais d'une manière plus lisible, en guidant le lecteur en fonction de sa maturité, de sa taille, de son statut régulé ou pas, vers les bonnes ressources, pour ne pas se perdre dans les méandres d'un référentiel hyper technique, alors que ce qu'on cherche, c'est juste les 12 mesures d'hygiène et peut-être l'outil Montnet Cyber pour avoir un premier diagnostic. Donc c'est une première version qu'on a mise en ligne. Évidemment, elle devra être améliorée. Évidemment, elle fera l'objet d'itérations, mais on vous invite à tester, à nous faire des premiers retours, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et puis cet effort d'adaptation, c'est aussi un vrai effort du collectif qui dépasse largement l'ANSSI. C'est un effort de tous les réseaux de relais qu'on s'est mobilisés. Les services de l'État, plus que jamais mobilisés. Je remercie par exemple la Gendarmerie nationale qui se mobilise autour de mon aide cyber pour apporter des diagnostics sur le terrain. Tous les réseaux de CSIRT dont on parle depuis un certain temps déjà, qu'on continue à densifier, à développer, à structurer, parce qu'ils sont une pierre angulaire de l'assistance. Alors l'assistance aux victimes, mais pas que, de la prévention aussi. Moi je suis très heureux cette année de constater les progrès qui ont été réalisés, les pièces de puzzle qui se mettent en place. Hier, les CSIRT territoriaux ont publié leur premier rapport d'activité, qui montre que c'est un modèle qui est nouveau, mais qui a pris, qui a une utilité, qui traite des incidents et qui sait travailler ensemble. On a aussi franchi hier une étape dans l'intégration, en tout cas l'articulation entre le 17 Cyber, ce guichet naturel qui doit être dans l'esprit de l'ensemble de nos concitoyens, et ce tissu de CSIRT territoriaux, qui sont aussi une des manières de répondre aux besoins des victimes, mais pas que. Et puis il y a évidemment un enjeu d'adaptation de l'offre privée. Vendre des solutions de cybersécurité à une PME, c'est pas pareil qu'un OIV. Il faut sans doute des solutions un peu adaptées. Et pour ça, on a une chance énorme en France d'avoir un outil qui fait ça très bien. Le réseau des campus cyber, le campus cyber national, les campus cyber régionaux, qui ont un rôle clé à jouer dans cette adaptation de l'offre de sécurité aux plus petites structures. Ils sont un lieu de rencontre naturel entre les bénéficiaires de ces outils et les offreurs. C'est là qu'on peut organiser le recueil du besoin, mais aussi la boucle de rétroaction, parce que évidemment, c'est jamais bon du premier coup. Et donc, organiser cette discussion entre bénéficiaires et offreurs, c'est ce que peuvent faire les campus pour nous aider à améliorer l'offre, pour créer des solutions nouvelles aussi en mobilisant l'intelligence collective, pour développer, et c'est un enjeu plus important que jamais, notre autonomie stratégique avec des offres françaises et européennes sur ces sujets. Et à ce sujet, moi, je veux saluer, alors à la fois la page qui se tourne, le travail formidable qu'a réalisé Michel Vandenberg à la tête du campus cyber national, cette aventure un peu folle qui nous donne aujourd'hui ce bel outil. Et puis féliciter Geoffrey Célestin Urbain qui va ouvrir le 2e chapitre de cette aventure. Je sais qu'il a tous ces enjeux bien en tête et à cœur. Je sais que je peux lui faire confiance pour les prendre en compte et faire fonctionner ce modèle et cette intelligence collective. Donc Nice 2, la résilience, alors on voit beaucoup la contrainte, mais c'est surtout une opportunité. Là encore, je le répète, c'est une opportunité pour nos petites structures qui vont pouvoir se faire aider pour prendre un coup d'avance sur les attaquants. Et pour nos offreurs, ils sont, je pense, assez nombreux sur le salon, les offreurs français et européens en particulier, qui voient s'ouvrir un marché énorme, mais aussi l'occasion d'améliorer leur offre. Donc à nous tous et toutes de saisir cette opportunité. Et puis en prenant un peu de recul, il n'y a pas que
NIS 2, même si ça nous occupe beaucoup en ce moment, il n'y a pas que la loi résilience. Il y a d'autres opportunités à saisir dans le cadre européen de cybersécurité. Et il y en a d'autres à construire. Il faut qu'on s'organise pour créer les opportunités de demain. En quelques mots, dans les opportunités qui existent déjà, il y a évidemment NIS 2, j'en ai parlé, et les directives, il y a le cadre de certification aussi. Et je suis très heureux, ça tombe bien, ce n'est pas un hasard total, d'avoir pu signer en début de semaine les tout premiers certificats de cybersécurité établis au nom du schéma de certification européen EUCC. C'est une première pour l'ANSSI, mais c'est une première en Europe aussi. C'est l'aboutissement d'un long chemin, mais ça nous donne un outil particulièrement pertinent dont il nous appartient à tous et toutes, là encore, de nous saisir. Le nouveau chapitre qu'on doit écrire au niveau européen, il s'ouvre maintenant, évidemment, on est en début d'une mandature européenne. Il y a un consensus assez large, mais je le répète, parce que je le partage, sur le fait que la priorité, ça ne doit pas être d'écrire des nouvelles règles. On a ce qu'il nous faut là aujourd'hui. Mais de se concentrer sur l'implémentation, la mise en œuvre de ce qui existe, l'accompagnement des acteurs. Et pour ça, il y a plusieurs chantiers qui sont importants, qu'il faut qu'on suive collectivement. Le premier, c'est le soutien aux filières industrielles, à l'innovation. Ça va s'articuler notamment autour d'un programme qui est Digital Europe, qui s'ouvre pour 2025-2027, qui va lancer ses premiers appels à projets probablement au deuxième semestre. L'ANSSI, elle aura un rôle majeur à jouer là-dedans. On est le Centre national de compétences cyber qui intervient dans le réseau des centres de compétences cyber européens, qui a vocation à veiller à ce que ce soutien à la recherche soit efficace dans le domaine cyber. Donc on est à votre écoute dès à présent pour anticiper ces appels à projets, pour recueillir les bonnes idées, les besoins. L'équipe Centre de compétences cyber est présente sur notre stand, n'hésitez pas à passer les voir, parce que voilà, il faut se projeter là-dedans dès à présent. Deuxième chantier majeur, vous l'avez peut-être en tête, c'est le CRA, le Cyber Resilience Act. C'est une autre pièce essentielle du passage à l'échelle, du changement d'échelle. C'est l'occasion de fixer pour la première fois des obligations pour les fournisseurs de produits numériques, pour les vendeurs. Des obligations qui tiennent à la conception sécurisée de leurs produits, mais aussi à la gestion de leur vulnérabilité, de leur cycle de vie. Je ne me sens pas obligé de faire le lien avec ce que je disais précédemment sur les équipements de sécurité de bordure. Je pense que vous pouvez le faire assez naturellement, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout, pour mettre en œuvre ce nouveau règlement, un énorme travail qui reste de standardisation. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à faire, la standardisation, mais on a absolument besoin de se mobiliser, et là encore collectivement, pour apporter notre regard, notre expérience en matière de cybersécurité, pour faire en sorte que ce règlement il soit pragmatique, mais utile. Et puis un dernier chantier, qui n'est pas des moindres, que tout le monde n'a peut-être pas en tête, mais au deuxième semestre 2025, on va réviser, c'est ce qui est prévu, le CSA, le Cyber Security Act, qui pose notamment la base des schémas de certification dont EUCC est un exemple. Ça, c'est un chantier important. C'est l'occasion, et on doit le faire, de se reposer les questions, de capitaliser sur ce qui a marché, même si ça aurait pu marcher plus vite, et le schéma de certification EUCC en est un exemple, de reposer calmement ce qui n'a pas marché, des questions qu'on a tous en tête, sur lesquelles on n'a pas réussi à s'entendre, sur le cadre, la portée du cadre, sur le cloud notamment, mais certainement pas que. Il faut prendre le temps de rediscuter de tout ça de manière dépassionnée, de l'analyser aussi, c'est une évidence, à l'aune d'un contexte géopolitique qui a un peu évolué, et de voir si on arrive à avancer ensemble sur ces sujets-là qui sont plus importants que jamais. Et puis c'est l'occasion aussi, il ne faut pas rester que sur les sujets du passé, mais qui sont toujours d'actualité, c'est l'occasion d'ouvrir de nouveaux horizons. Et il y a là-dessus un enjeu essentiel, c'est celui de la certification des prestataires de cybersécurité au niveau européen. Ça, c'est un modèle qui marche, qui existe au niveau national, la qualification des PASI, des prises, des P10, etc. Je ne vous fais pas toute la liste. Ça marche, je ne sais pas comment on ferait objectivement aujourd'hui en France sans ces prestataires de sécurité qui sont nos compagnons de lutte du quotidien, qui traitent la majorité des attaques. Et si l'ANSSI était seule face à la vague de menaces qu'on a encaissées ces dernières années, je pense qu'on ne s'en serait pas sorti. Donc ça marche au niveau national, ça aurait évidemment beaucoup plus de sens au niveau européen, donc c'est quelque chose dans lequel on va s'investir. Ça répond en plus à un besoin qui est tout aussi essentiel, qui est celui d'une réserve, d'une forme de solidarité européenne, d'une capacité à s'entraider entre États membres, et ça passe aussi par le secteur privé et par des prestataires qualifiés.
Je vois le compteur qui se rapproche de 0. Donc je vais m'arrêter là dans cette liste de chantiers à ouvrir et à réouvrir. Je n'ai même pas parlé d'IA ni de crypto post-quantique. Là aussi, c'est des sujets importants, mais j'essaie de varier un peu. Pour tout dire, c'est un peu intimidant, tous ces chantiers qu'il faut ouvrir, toutes ces tâches qu'on a devant nous. C'est intimidant par la variété des sujets. C'est finalement très cohérent, très complémentaire. Il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut faire l'impasse dans tout ça, hein, franchement, même si on pourrait en avoir envie. Moi, ça m'amène à dire que l'année 2025 et les années suivantes, elles vont sans doute être plus compliquées que l'année 2024, où finalement, alors c'est peut-être un petit biais personnel, beaucoup de choses se résumaient à réussir les JO ou changer de métier. Donc là, on a un peu plus de chantiers variés. Mais moi, je suis confiant. J'ai dit que je parlais plus des JO, mais j'arrive pas à m'empêcher de rappeler qu'on a fait des miracles collectivement sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je sais qu'on en fera d'autres sur ces autres chantiers. Et puis, je sais plus fondamentalement qu'on n'a pas le choix, parce que là encore, j'ai insisté un peu au début sur la menace. On est sur un enjeu de protection de nos intérêts les plus fondamentaux et on est sur un enjeu sur lequel on n'a pas le droit à l'échec. Merci beaucoup et à très bientôt pour travailler sur tous ces sujets. Okay.